Bonsoir, mon nom est Roxane Chabot de RBC Consultant. Bienvenue à notre webinaire. Ce soir, le webinaire fait partie de la série éducationnelle de la Fondation d'éducation en dermatologie internationale. Ce soir, nous allons explorer un peu un aperçu des journées dermatologiques de Paris et en particulier un survol sur des approches de traitement qui ont été couverts et présentés à la journée dermatologique de Paris. Nos conférenciers ce soir sont Dr Joël Claveau, qui est dermatologue, professeur de clinique Université Laval, Centre hospitalier universitaire de Laval, à l'Hôtel-Dieu à Québec. Nous avons aussi Dr Julien Ringuet, qui est dermatologue, directeur médical et investigateur, Centre de recherche dermatologique métropolitain. Nous voudrions aussi remercier le soutien de Bristol Myers Squibb qui a pu rendre cet événement éducationnel possible. Avant que nous commençons, nous allons couvrir des soutiens logistiques. Si vous rencontrez des problèmes pour entendre le webinaire, vous pouvez écouter la présentation à l'aide de votre téléphone. Sélectionnez simplement appel téléphonique dans le volet audio et les informations de connexion apparaîtront. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou si vous souhaitez soumettre une question à notre faculté, veuillez soumettre votre question dans le volet questions sur le côté droit de votre écran. À la fin de ce webinaire, une enquête apparaîtra dans votre navigateur et vous sera envoyée 1 ou 2 jours plus tard. Nous serions très reconnaissants si vous pouvez remplir ce questionnaire et nous le renvoyer. Finalement, dans les 1 ou 2 jours suivant le webinaire, un certificat de participation vous sera envoyé ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Encore une fois, veuillez soumettre vos questions en utilisant le volet questions sur la droite de votre écran et j'ai écrit une petite note pour que vous voyez où vous avez besoin de soumettre votre question. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au Dr Kursic, qui est le président de la Fondation d'éducation en dermatologie internationale. Il est aussi professeur en dermatologie à Mount Sinai, à New York, et aussi centre universitaire à Indiana, et directeur médical de Physician Skincare, Derm Research et Skin Sciences, qui est établi à Louisville, au Kentucky. Alors, Dr Kursic. Merci, Roxane, and bonsoir to everyone, all my colleagues in Quebec. Welcome to another series of International Dermatology Education Foundation. As you may know, IDEF is a non-profit organization whose principal mission is to raise awareness and improve dermatologic care all over the world through education, especially in underserved areas. Next slide, please. We have done both virtual and live programs all over the globe. We have been up to Canada several times. As this time, we have been to South America, we have been Southeast Asia and Europe. So next slide, please. Today, I am very excited to have Dr. Joel Claveau, who's gonna represent, and then Dr. Julian Ringuet is gonna take over. I also wanna thank to our sponsor, Bristol Myers Squibb tonight. Thank you very much and welcome, Joel. Take it away. Merci Léon, merci à tout le monde d'être présent ce soir. La belle organisation par RBC Consultant et le groupe de Roxane. Donc, ça me fait plaisir ce soir de participer en collaboration avec Julien sur ce petit résumé des journées dermatologiques de Paris. On va commencer avec une question. Sondage. Il est estimé que 25% des patients avec psoriasis sont affectés psychologiquement par leur maladie. Vrai ou faux? « 80% vrai, 82%, 20% faux. » Question suivante. Next question. L'arthrite psoriasique est observée chez 10% des patients avec psoriasis cutanée.
Vrai ou faux? « 90% vrai, 10% faux. Intéressant. On va voir la suite dans la présentation. Donc, le plan de la présentation, donc petite introduction sur le psoriasis, l'impact de cette maladie, autant les impacts physiques que psychologiques. On va parler des comorbidités, qui est un point vraiment fréquent dont on parle dans le psoriasis, bien sûr, depuis des années, mais encore plus récemment, surtout, bien sûr, l'arthrite psoriasique. On connaît l'importance de la collaboration avec nos collègues rhumatologues dans la prise en charge des patients avec psoriasis, mais également les autres comorbidités. Ensuite, Dr. Ringuet, dans sa présentation, va nous faire un survol des nouveautés thérapeutiques présentées lors du Congrès Journée dermatologique de Paris, autant pour ce qui est des agents topiques versus les systémiques anciens, nos anciennes molécules, les biologiques et même des autres traitements qui arrivent dans le futur. Quelles sont les différentes considérations que l'on doit avoir quand on veut choisir le bon agent traitement, le bon traitement, incluant les agents biologiques, un peu survol des nouvelles molécules. Et pour ma part, je reviendrai pour parler de l'importance du psoriasis qui se développe chez nos patients avec immunothérapie pour le cancer, les différents types de cancers, incluant le mélanome, mais également d'autres types de cancers, incluant le cancer du poumon. Donc, les principaux objectifs de l'apprentissage. Le psoriasis a un impact majeur et multifacétaire chez nos patients et demeure sous-traité. La progression vers l'arthrite psoriasique est fréquente et les dermatologues sont bien placés pour le détecter et diriger les patients à nos collègues lorsque c'est nécessaire. La présence des comorbidités peut orienter le choix des traitements biologiques. Il y a plusieurs nouvelles options thérapeutiques qui ont été présentées lors des Journées dermatologiques de Paris, même récemment à l'American Academy, autant au point de vue topique que systémique, qui permettent vraiment d'offrir de nouvelles alternatives à nos patients. Et les effets indésirables de l'immunothérapie anticancéreuse sont fréquents et le psoriasis en est une des principales. Donc, depuis qu'on a commencé en dermatologie, bien sûr, on est bien au fait que le psoriasis est une maladie fréquente. On dit toujours une de nos 3 maladies principales que l'on traite, dermatite atopique, acné et psoriasis. Ça touche 2% de la population. On a une prévalence plus élevée chez la population caucasienne et asiatique. La majorité, bien sûr, des traitements des cas de psoriasis sont des psoriasis en plaques, avec bien sûr les plaques classiques au niveau des coudes et des genoux aux surfaces des extenseurs, mais également l'atteinte du cuir chevelu. C'est une condition chronique qui nécessite un traitement, mais aussi c'est une condition qui affecte beaucoup la qualité de vie des patients. C'est 80% des patients qui sont affectés psychologiquement se sentent même honteux. 75% disent qu'ils sont moins attirants physiquement. On sait actuellement comment l'importance, là, avec nos médias sociaux et puis les Instagram de ce monde, les TikTok, comment les jeunes et même les personnes plus âgées sont l'important de l'aspect physique. Donc, c'est très important et souvent, les patients avec du psoriasis, c'est sous-évaluer l'aspect psychologique et vraiment, c'est important d'en discuter au point de vue également de l'attrait, au point de vue sexualité. L'arthrite psoriasique, c'est en plus, ça nuit à la qualité de vie des patients au point de vue des raideurs matinales, des difficultés, des douleurs multiples et une diminution de leurs activités journalières et sportives. Donc, si on a ce petit tableau qui résume les différentes comorbidités, bien sûr l'arthrite psoriasique, mais également les syndromes métaboliques, l'obésité, on en a parlé à plusieurs reprises. Nos collègues cardiologues, lorsqu'on discute avec eux, ils nous disent, on voit souvent des patients avec
maladie coronarienne et du psoriasis, souvent en association bien sûr avec l'obésité, la stéatose hépatique. Au point de vue psychologique, c'est très bien démontré que les patients avec psoriasis ont plus d'anxiété, dépression, tabagisme accru, utilisation d'alcool et même des idées suicidaires. Au point de vue d'association génétique, on a une augmentation des maladies inflammatoires de l'intestin, 4 fois plus important que la population générale. Donc, vous voyez les comorbidités. Oui, l'arthrite psoriasis, l'obésité et l'alcoolisme, c'est ce qu'on mentionnait dans le passé. Mais maintenant, on voit qu'il y a plusieurs autres comorbidités, donc les syndromes métaboliques, la maladie coronarienne et les maladies inflammatoires de l'intestin, sans oublier bien sûr tous les troubles psychologiques et même les augmentations d'idées suicidaires. Bien sûr, l'arthrite psoriasique est la plus fréquente. Vous avez répondu 10 %. J'ai triché un peu. Les questions vraies ou faux, c'est toujours un peu embêtant. C'est jusqu'à 30 % des patients avec psoriasis qui ont de l'arthrite psoriasique, souvent 10 ans après le début de la maladie. Ça peut affecter seulement quelques articulations oligo-articulaires, mais également plusieurs articulations, les principales articulations, les mains et les pieds. Mais souvent, ça peut être jusqu'à 70 % des patients peuvent avoir une atteinte axiale, soit du rachis ou soit sacro-iliaque. Donc, dans le suivi de nos patients avec psoriasis, même si c'est des psoriasis, disons, plus légers, peut-être une petite question, leur demander s'ils ont des raideurs matinales, leur demander s'ils ont des douleurs et pas hésiter là, même si on n'est pas des experts d'examiner les articulations, au moins quand même un examen rapide des mains, des grosses articulations. Et puis, si on a un doute, on peut demander des radiographies simples des mains, radiographies simples des pieds, peut-être une radiographie des sacro-iliaques. Si on a des suspicions, et bien aider pour diriger les patients. Un peu comme nous en dermatologie, l'accès est difficile en rhumatologie, mais lorsque on a vraiment un patient avec un psoriasis et qu'en plus, on a mis en évidence des débuts d'érosion à nos radiographies, bien, peut-être à ce moment-là, on sera plus approprié de diriger les patients en rhumatologie plus rapidement pour une prise en charge parce que, bien sûr, on sait qu'on doit intervenir plus rapidement dans nos traitements. Donc, 30 % des patients avec psoriasis vont avoir une arthrite psoriasique, mais lorsque nous suivons des patients, c'est 15 % des patients que dans le suivi, leur arthrite n'est pas diagnostiquée et puis on a un rôle crucial pour le dépister et diriger nos patients à nos collègues. Julien, je te laisse la parole. Donc, Julien est un collègue dermatologue qui travaille avec nous à Québec et un point d'expertise, bien sûr, en recherche clinique, surtout dans la dermatite atopique et le psoriasis, bien sûr. Julien. Merci beaucoup, Joël. Donc, encore une fois, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. On se lance dans ma section. Donc, première question de sondage pour se réchauffer un petit peu pour cette deuxième partie. Donc, comme tout à l'heure, la question devrait apparaître dans vos écrans. Donc, la voici. Pour quel traitement les évidences d'efficacité sur l'arthrite psoriasique axiale sont-elles les plus étoffées actuellement? Parmi les options, vous avez l'ixekizumab, le guselkumab, le secukinumab ou le risankizumab. On vous laisse quelques instants pour faire votre choix. On a une répartition, donc 50% des gens ont été vers le secukinumab, 38 l'ixekizumab et 13 vers le risankizumab. C'est assez intéressant, puis on va pouvoir répondre à cette question-là et pourquoi la réponse est bel et bien le secukinumab dans les diapositives à venir. Suivante. Deuxième question pour cette section. Via quel mécanisme d'action la plus récente thérapie orale approuvée en psoriasis modérée à sévère agit-elle? Parmi les options, nous avons anti-interleukine 17, inhibiteur du récepteur JAK1, inhibiteur du récepteur TYK2 ou inhibiteur de la phosphodiestérase 4.
Donc, la grande majorité des gens ont été vers l'inhibiteur du JAK1, puis on a le tiers des gens qui ont été vers l'inhibiteur du TYK2. Je vais prendre un certain moment ici pour adresser l'ensemble des choix de réponse. Donc, la bonne réponse était en effet l'inhibiteur du TYK2. On va en parler un petit peu plus tard ce soir. L'inhibiteur du JAK1, nous en avons un, l'upadacitinib, qui a été approuvé dans le rhumatisme psoriasique, donc dans l'arthrite psoriasique, mais qui n'a pas d'indication dans le psoriasis modéré à sévère en tant que tel, quoique son activité et son efficacité a été démontrée dans les études faites pour l'arthrite, et cette efficacité se compare relativement à l'adalimumab. Pour ce qui est de l'inhibiteur de la phosphodiesterase 4, il y en a déjà un actuellement d'approuvé, on va en parler, mais il y en a d'autres par la suite. Et finalement, l'anti-interleukine 17 oral est en développement actuellement dans des phases préliminaires d'études. Donc, ce sera pour les prochaines années. Donc, c'est parti pour la section thérapeutique. En résumé, comme vous le savez, le psoriasis est dans nos vies depuis pratiquement toujours. Plusieurs outils ont été développés pour évaluer sa sévérité ainsi que la réponse aux divers traitements. Parmi les plus fréquemment utilisés, notons le Psoriasis Area and Severity Index ou le PASI et aussi le PGA, donc Physician Global Assessment. Le PASI est basé sur l'érythème, l'induration et la desquamation de chacune des zones du corps divisées en termes de la tête et le cou, le tronc, les membres supérieurs, les membres inférieurs, et aussi la surface corporelle atteinte pour chacune de ces zones pour nous donner au final un score de sévérité. Celui-ci est un petit peu plus complexe par rapport au PGA qui se veut une vision plutôt de l'ensemble de la maladie entre 0 clair, 1 presque clair, 2 léger, 3 modéré et 4 sévère. Initialement, quand nos premières biothérapies sont arrivées sur le marché, nos objectifs principaux dans les études ciblaient des objectifs principaux moins difficiles à atteindre, c'est-à-dire le PASI 50, le PASI 75. De nos jours, avec les thérapies disponibles, ces objectifs principaux ont évolué et il semble maintenant raisonnable de cibler des objectifs plus difficiles. Notons notamment que plusieurs guides de pratique mentionnent maintenant le PASI 90 ou le PASI 100 comme des objectifs réalistes, ainsi que l'atteinte d'un PGA de clair ou presque clair. Parmi les agents topiques, comme vous le savez, les corticostéroïdes adaptés aux différentes zones, donc les classes plus fortes pour l'ensemble du corps, à l'exception de classes plus faibles pour notamment le visage, les plis, la région génitale, qui sont plus prônes à démontrer des effets secondaires de l'application de ces médicaments. On parle aussi des dérivés de la vitamine A, des dérivés de la vitamine D, ainsi que des combinaisons entre les corticostéroïdes et chacun de ces traitements. Parmi les agents systémiques traditionnels, vous les connaissez très bien, le méthotrexate, la cyclosporine, la citrétine. Ces traitements ont un profil d'efficacité relativement intéressant, mais du côté de l'immunocuité, il y a certaines toxicités à surveiller, que ce soit au niveau des symptômes ou au niveau des bilans sanguins. On a aussi une des premières catégories de médicaments, disons, avancés, qui sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4. Le premier étant approuvé dans cette indication est l'apremilast, pour lequel un générique est maintenant disponible dans plusieurs pays. De façon intéressante, un autre inhibiteur de la phosphodiesterase 4 oral, qui s'appelle le roflumilast, est déjà indiqué pour l'utilisation en maladie pulmonaire obstructive chronique. Il y a quand même plusieurs rapports de cas dans la littérature, ainsi qu'une étude récente par le groupe danois de Dr. Egerberg qui mentionne son utilisation. Avec une efficacité relativement bonne, mais des taux de diarrhée légèrement plus élevés de ce qu'on peut voir dans l'apremilast. Un des intérêts de cette thérapie est son coût très faible par rapport aux autres médicaments que nous avons actuellement.
Parmi les autres traitements, bon, la photothérapie à UVB à bande étroite, UVB large spectre, UVA1 et PUVA, qui ne sont pas sujets à la présentation aujourd'hui, mais c'est pour faire un rappel. Les premières biothérapies, donc les inhibiteurs du TNF, nous ont permis d'avoir un bon contrôle sur le spectre de la maladie en général. S'en est suivi les inhibiteurs de l'interleukine 12-23, donc l'ustekinumab, mais ceux qui retiennent plus l'attention de nos jours sont bien évidemment ceux un petit peu plus spécifiques et plus efficaces, donc les inhibiteurs de l'interleukine 17 et de l'interleukine 23, qui sont nommés à votre droite. Parmi les effets secondaires, donc les profils d'innocuité qui ont été bien évidemment évalués lorsqu'on inhibe l'interleukine 17 et l'interleukine 23, il ne semble pas y avoir de signal particulier en termes de risque infectieux en général, de nasopharyngite ou de céphalée. Pour ce qui est des réactions au site d'injection, il y a dans chacune des études de faibles pourcentages associés à cet effet secondaire. Un de ces traitements, l'ixekizumab, a présenté des réactions un petit peu plus fréquentes et un petit peu plus intenses, étant donné la présence de citrate au niveau du site d'injection. Mais dans plusieurs régions du monde, cet agent a été retiré ou du moins est en processus d'être retiré et certaines études démontrent une meilleure tolérabilité à l'injection. En ce qui a trait à la candidose orale, même chose pour les inhibiteurs de l'interleukine 17. On a observé de très faibles taux dans les différentes études cliniques. Un de ceux-ci, le plus récent, le bimekizumab, semble avoir des taux un petit peu plus élevés avec des pourcentages sur un an de traitement qui avoisinent les 18 ou 19 %, quoique la majorité des cas sont relativement légers et facilement traitables. Il y a eu dans la littérature un certain intérêt pour les symptômes dépressifs ou les idées suicidaires qui avaient été soulevées lors de l'utilisation du brodalumab dans les études initiales. Plusieurs études rétrospectives et prospectives ont été faites par la suite, dont notamment au niveau de la FDA américaine qui rapporte que dans les dernières 5 années, il n'y a pas eu aucun cas de cela. Donc, on pense que cette association initiale était limitée à 3 cas dans les études cliniques du brodalumab et qu'il ne semble pas y avoir par la suite de réel lien entre l'utilisation des inhibiteurs de l'interleukine 17 et les symptômes dépressifs. En termes de stratégie d'optimisation, lorsque nos traitements sont sous-efficaces ou inefficaces, tout dépendant de la région, donc en termes de pays, les façons d'aborder l'optimisation peuvent varier, dont notamment l'augmentation de la dose. On peut aussi diminuer l'intervalle entre les injections, ce qui nous permet parfois d'aller chercher une efficacité chez certains patients qui pouvaient, par exemple, avoir un effet de fin de dose ou une efficacité sous-optimale. Et finalement, un changement vers un autre agent ou plus rarement une combinaison de diverses thérapies. Pour faire un résumé de la pathophysiologie qui pourrait être très longue, mais on connaît déjà très bien le rôle de l'interleukine 17 dans le développement de l'atteinte des symptômes axiaux ainsi que des comorbidités cardiovasculaires, tout comme le TNF, étant donné que l'interleukine 17 est en aval dans la cascade inflammatoire. Pour ce qui est de l'interleukine 23, on connaît aussi très bien son rôle dans le développement des maladies inflammatoires de l'intestin et de l'intérêt de bloquer cette molécule dans ces pathologies. Donc, pour faire un résumé rapide en termes de considération dans le choix d'agents, comme vous le savez, les anti-TNF, dont principalement l'adalimumab et l'infliximab, ont eu une efficacité au niveau de l'arthrite périphérique, au niveau des maladies inflammatoires de l'intestin et leur efficacité au niveau de l'arthrite psoriasique axiale a été extrapolé par rapport aux résultats en spondylite ankylosante. Donc, par la suite, en clinique, ça a été démontré efficace sans avoir une étude ciblée à proprement dit sur l'atteinte axiale. Pour ce qui est des anti-interleukine 17, on les connaît efficaces en arthrite psoriasique périphérique, dont notamment l'ixekizumab, le secukinumab et le bimekizumab. Pour ce qui est de l'atteinte axiale, la seule thérapie ayant effectué une étude ciblée uniquement sur cette atteinte axiale de l'arthrite psoriasique est le secukinumab avec l'étude Maximize il y a de cela quelques années. Les autres sont aussi des extrapolations de leur efficacité en spondylite ankylosante. Pour ce qui est des inhibiteurs de l'interleukine 23, ils ont été démontrés et approuvés efficaces en arthrite psoriasique périphérique. Pour ce qui est des maladies inflammatoires de l'intestin, notons l'approbation récente du risankizumab dans cette indication avec une maladie de Crohn
avec des doses plus élevées que ce qu'on voit chez nos patients psoriasiques. Et pour l'atteinte axiale, les inhibiteurs de l'interleukine 23 ont échoué les études en spondylite ankylosante. Donc, on aurait pu extrapoler cette inefficacité dans l'arthrite psoriasique axiale, mais le guselkumab, il y a actuellement une étude avec le guselkumab en cours pour statuer sur ce point. Parmi les nouvelles molécules, on va parler de 4 principales. Au niveau des thérapies topiques, notons le tapinarof, qui est un modulateur du récepteur de l'aryl hydrocarbone, et le roflumilast, qui est un inhibiteur de la phosphodiesterase 4. Donc, je vous avais mentionné tout à l'heure son utilisation de façon systémique en maladie pulmonaire obstructive chronique. Ici, on pourra maintenant l'utiliser en thérapie topique. En ce qui a trait au traitement systémique, le 2-cravacitinib, qui est le premier inhibiteur du récepteur TYK2, ainsi que le spesolimab, qui est notre premier traitement biologique, donc un anticorps anti-récepteur de l'interleukine 36. On a aussi parlé du bimekizumab, qui est cet anticorps qui cible l'interleukine 17A et F avec des très bonnes efficacités au niveau cutané et articulaire notamment. Donc, en résumé, le tapinarof 1% en crème, qui a été étudié dans 2 études de phase 3, l'étude Psoaring 1 et 2, ainsi qu'en phase ouverte jusqu'à 1 an, la Psoaring 3, qui consiste à une application 1 fois par jour. Il a été approuvé par les instances américaines, la FDA, pour le psoriasis en plaques chez l'adulte, avec des données chez les adolescents aussi. Il a notamment aussi été étudié en dermatite atopique et en dermatite séborréique. En termes d'efficacité, je vous amène à la droite de la diapositive où on voit à la 12e semaine les résultats d'efficacité en termes d'atteinte de succès du score IGA, donc une atteinte de 0 ou 1 et une diminution de plus de 2 points chez ces patients. Donc, on voit bien dans le groupe traité entre 35 et 40 d'efficacité versus un 6 dans le groupe placebo. En termes d'innocuité, on parle d'un profil relativement intéressant, quoiqu'il peut y avoir présence de folliculite irritative locale dans 20 des cas et d'une dermatite de contact irritative dans un peu moins de 10 des patients. Donc, l'effet saillant, traitement relativement efficace en termes de thérapie topique, mais un des points clés est son effet long cours. Donc, le délai moyen de la perte de réponse à l'arrêt du traitement chez les patients qui ont atteint un stade de clair était de 130 jours, ce qui est très impressionnant pour une thérapie topique. Pour ce qui est du roflumilast à 0,3% en crème, notre inhibiteur de la phosphodiestérase 4, qui a été aussi étudié en phase 3 avec les études DERMIS 1 et 2, qui a été approuvé par les instances américaines en psoriasis en plaques chez l'adulte, avec des données aussi chez des patients plus jeunes. Et il a aussi été étudié en dermatite atopique avec des pourcentages de concentration moins élevés en dermatite séborréique. En termes d'efficacité, je vous présente encore une fois le taux de succès du IGA. Ce qu'on peut voir, c'est une bonne progression dans le temps et celle-ci continue de s'améliorer au-delà de 8 semaines pour atteindre à cette 8e semaine des taux d'efficacité avoisinant les 40% versus un 5 ou 6% dans le groupe placebo. En termes d'innocuité, il y a une excellente tolérance, une très bonne tolérance locale, avec cependant des effets systémiques rares, mais suggérant une absorption du médicament, avec des effets classiques des inhibiteurs de la phosphodiestérase 4, dont notamment environ 3% de diarrhée et 1% de céphalée, légèrement supérieur au groupe placebo. Finalement, comme fait saillant, nous avions mentionné sa très bonne tolérance locale, aussi au niveau des sites spéciaux avec des très bonnes données d'efficacité au niveau du visage, des plis, des aisselles et au niveau génital, en faisant un traitement excellent sur l'ensemble du corps, même aux plaques plus hyperkératosiques des coudes ou des genoux, par exemple. En termes de traitements oraux, on a revisité le 2-cravacitinib, donc notre premier inhibiteur très spécifique via son mécanisme d'action allostérique du récepteur TYK2 dans les études poétiques PSO 1 et 2 qui sont des phases 3 jusqu'à 52 semaines.
Vous voyez les résultats d'efficacité avec nos deux objectifs d'évaluation principaux. En bleu, le deucravacitinib. En orange, le comparateur actif qui est l'apremilast. Et en gris, le placebo. Donc, dans l'ensemble des évaluations, que ce soit PASI 75, PGA 0 ou 1 à la 16e semaine, ou même le PASI 90, on voit cette franche démarcation de supériorité pour le deucravacitinib. De façon intéressante, il a été aussi étudié dans d'autres indications, dont des phases 2 positives en arthrite psoriasique, en lupus, en alopécie areata, des évaluations en cours, et aussi en maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, ce sera intéressant de voir s'il pourra bien couvrir l'ensemble du spectre de la maladie psoriasique associant l'arthrite et les maladies inflammatoires de l'intestin. En termes d'innocuité, très bon profil vu son mécanisme d'action beaucoup plus spécifique que les autres inhibiteurs du JAK, avec des effets secondaires, disons, les plus fréquents, diarrhée, IVRS, donc infection des voies respiratoires supérieures à des très faibles taux, ainsi que des céphalées, et peu de signaux pour les autres effets secondaires plus graves associés avec les inhibiteurs de JAK moins spécifiques. Finalement, le spesolimab, qui est le premier anticorps ciblant le récepteur de l'interleukine 36, qui a été évalué dans le psoriasis pustuleux généralisé. L'étude EFISAIL 1, qui est une phase 2, a permis son approbation aux États-Unis. Ça consiste en une injection intraveineuse de 900 mg au jour 0 et à répéter au jour 8 au besoin selon la réponse. Et définitivement, on a pu voir une supériorité d'efficacité rapide par rapport au placebo en termes de score de sévérité de la pustulation ainsi que du score de sévérité globale du psoriasis pustuleux généralisé. Il a aussi été étudié en hydradénite suppurée et des rapports de cas récents intéressants émanant des États-Unis dans le pyoderma gangrenosum réfractaire. Donc, côté d'innocuité, au-delà des réactions au site d'injection avec parfois un petit peu d'hyperthermie, il y a eu un léger signal infectieux général par rapport au placebo, mais à des taux relativement faibles. Donc, on a enfin une thérapie efficace, rapide pour ces patients où nous avions clairement un besoin non comblé, que ce soit avec nos thérapies systémiques usuelles ou avec nos biothérapies déjà sur le marché. Donc, Joël, je t'invite à prendre la parole pour la dernière section. Excellente revue, Julien, merci. Lors des Journées dermatologiques de Paris, il y avait de nombreuses sessions sur les différentes molécules. C'est un beau résumé. C'est sûr que les cliniciens là-bas, comme chez nous, on est très enthousiastes face à l'arrivée de plein de nouvelles molécules, mais aussi les gens se questionnent sur la place des différents traitements en comparaison à l'autre. Je pense que tu nous as fait un bon profil, puis on pourra en rediscuter tout à l'heure dans la période de questions. Question de sondage. Les effets secondaires cutanés sont rares durant le traitement oncologique anti-PD1. Vrai ou faux? Ben, bravo, c'est fréquent. C'est pourquoi on en parle. C'est jusqu'à 40% des patients, même certaines études disent 50%, qui sont traités avec les anti-PD1 qui ont des effets secondaires cutanés multiples. Mais il ne faut pas oublier que ces traitements-là, nous, on les connaît comme dermatologues dans le mélanome, mais c'est maintenant, disons, une révolution complète en oncologie. On parle bien sûr des principaux traitements, des principales pathologies traitées avec les anti-PD1, donc cancer du poumon, cancer de la vessie, cancer du rein, maintenant de plus en plus utilisé en combinaison dans des études cliniques actuellement sur le cancer de l'ovaire, cancer gynécologique, et peut-être le cancer du sein et le cancer de la prostate que les résultats sont moins probants, ça prend des mutations, ce qui n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est toute une kyrielle de pathologies dans lesquelles se sont utilisées et ce qui nous amènera à voir de plus en plus de patients comme dermatologues. Question suivante. Que recommandez-vous dans la prise en charge du psoriasis modéré à sévère déclenché par l'immunothérapie anticancéreuse? Donc, c'est une ou plusieurs des options suivantes. Je ne sais pas si dans le vote, les participants peuvent en sélectionner plusieurs. Sinon,
choisissez ce que vous pensez qui est le plus important. Donc, un arrêt définitif du traitement anticancéreux lorsqu'on a un psoriasis modéré à sévère, traitement avec des stéroïdes topiques, prednisone, apremilast ou méthotrexate. Donc, c'est intéressant. Les principaux choix, c'est que les gens ont inscrit stéroïdes topiques, ce qui est le cas. Prednisone, personne, donc c'est très rare, surtout dans le psoriasis, qu'on va utiliser la prednisone Penros. On utilise beaucoup la prednisone, ou disons, si le patient malheureusement a des métastases cérébrales, le décadron, pour contrôler les effets secondaires systémiques de type colite, hépatite, pneumonite chez les patients avec cancer du poumon. Mais habituellement, psoriasis ou pathologie cutanée, outre peut-être la pemphigoïde, c'est rarement utilisé. Et effectivement, la apremilast peut être une bonne alternative et le méthotrexate, on va en parler tout à l'heure. Donc, immunothérapie, psoriasis. Ouais, c'est une révolution, l'utilisation des médications anti-PD1 ou même anti-PDL1. Il y en a une dizaine de traitements habituellement. Les plus fréquemment utilisés, dont vous connaissez plus les noms, sont le nivolumab et le pembrolizumab. Et ça, c'est un petit schéma qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2018, nous démontrant toutes les conditions qui peuvent être observées chez les patients sous immunothérapie. Donc, bien sûr, tous les organes peuvent être atteints. Ici, on parle de dermatologie, donc l'orage et le vitiligo, ça touche jusqu'à 40% des patients. Je dirais que le plus fréquent, outre l'éruption cutanée, c'est la colite. La pneumonite, surtout chez les patients avec cancer du poumon. Et je dirais, au point de vue mélanome, ce sont les thyroïdites, donc des atteintes endocriniennes. Mais dans les autres, quand même assez fréquemment observés, c'est l'hypophysite. Les patients, ça se présente avec un mal de tête et souvent par la suite une insuffisance surrénalienne, des arthralgies, arthrite. Donc, nombreux effets secondaires et ce qui amène à une vigilance importante de tous les cliniciens, toutes les spécialités. Et pour ce qui est de la dermatologie, bien, vous voyez, 40% des patients sous anti-PD1 ou encore plus si on a une double thérapie qu'on appelle le ipilimumab plus nivolumab qui donne une immunothérapie encore plus forte. Ça va aller à ce moment-là de l'ordre de 60% d'effets secondaires cutanés, dont le psoriasis est un des plus fréquents, à 20% de toutes les éruptions cutanées. On peut avoir du prurite sans lésion et du vitiligo, surtout bien sûr encore une fois en mélanome. Donc, depuis maintenant 6 ou 7 ans, il y a de nombreuses publications qui apparaissent par dizaines, même dans nos congrès. Donc, aux Journées dermatologiques de Paris, il y avait au moins 4 ou 5 séances complètes sur les effets secondaires cutanés des traitements d'immunothérapie. Et peu importe notre type de pratique, que ce soit en cabinet ou en milieu hospitalier, on aura à voir ces patients-là parce que maintenant, le cancer est rendu une maladie chronique où ces patients vont recevoir ces traitements parfois pendant 2 ans, 3 ans. Donc, ça, c'est le groupe grec qui nous a été les premiers à présenter toutes les manifestations de psoriasis chez les patients avec immunothérapie. Donc, le psoriasis vulgaire en plaques classiques, des coudes et des genoux, le psoriasis en gouttes, le psoriasis palmoplandaire et l'atteinte des ongles. Je vous présente ici un patient que nous avons traité à l'Hôtel-Dieu de Québec pour un psoriasis, pour un mélanome stade 4 avec une atteinte faciale extensive des métastases pulmonaires qui a été traité sous le pembrolizumab pendant plus de 2 ans, qui a développé un gros psoriasis du cuir chevelu, une arthrite et même une atteinte plantaire qui nous faisait même penser à une présentation de type kératodermie bénorragique. Donc, on voit une atteinte là, du pénis avec des lésions psoriasiformes et même chose des plantes. Donc, ça, c'est le patient lorsqu'il s'est présenté en mélanome métastatique. Lorsque nous avons débuté le pembrolizumab, il ne portait pas la mutation BRAF. Et c'est lorsque je l'ai revu un mois,
Le patient est en rémission complète. Il se rappelle encore comment il a souffert de son arthrite et de ses lésions de psoriasis, mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus de lésions cutanées. Il est en rémission complète depuis 5 ans de son mélanome métastatique. Un autre de nos patients ici, c'est un homme avec un mélanome plantaire, malheureusement, qui a été diagnostiqué comme une verrue pendant des mois. Bien sûr, ça ressemble à une verrue. Et puis, lorsqu'il s'est présenté à nous, avait déjà une atteinte inguinale, métastatique. Donc, opération du mélanome, dissection ganglionnaire, mauvais pronostic, plus de 50% de chances de récidive. On traite le patient avec le nivolumab en traitement adjuvant, qui a été démontré d'augmenter, de diminuer les récidives de 15%. Et il développe un psoriasis classique en plaques hyperkératosiques au coude et au genou, mais aussi une atteinte importante des doigts avec une atteinte légère des ongles. Donc, il était plus préoccupé par son psoriasis que par le risque de rechuter. Et on voit que c'est une problématique de plus en plus croissante. C'est un groupe de travail européen dans lequel nous retrouvons nos collègues grecs, Dr Appala, Dr Nicolaou, mais aussi Vincent Cibot, un expert français des dermatites secondaires à l'immunothérapie et aux thérapies ciblées du cancer. Et dans leurs différentes publications, on voit que les différents types de psoriasis sont présents. Et de façon intéressante, le psoriasis, autant en gouttes que des ongles, prend plus de temps à s'installer, contrairement à du psoriasis, disons, en plaques ou pustuleux. Donc, tous les types de psoriasis peuvent être déclenchés, bien sûr, par une stimulation des lymphocytes T, qui est le mécanisme qu'on veut bloquer, bien sûr, avec nos traitements biologiques du psoriasis. Et on voit que plusieurs patients avaient plus d'un type de psoriasis. Même chose, ici, on voit les différentes manifestations, pas seulement le psoriasis, donc on a des éruptions maculopapuleuses, eczémateuses, lichénoïdes, le vitiligo et du prurite sans lésion. Et vous voyez qu'en moyenne, ces effets secondaires cutanés surviennent entre 4 et 10 traitements de pembrolizumab, nivolumab ou même d'autres. Il y a du cimiplimab, etc. Donc, les algorithmes, c'est jamais parfait. Il faut toujours faire du cas par cas, mais c'est quand même un bel effort du groupe européen pour nous créer un consensus de traitement. Et on voit que dans les éruptions psoriasiques, on suggère de classifier en grade 1, 2 et 3, selon qu'il y a une atteinte de 10% et moins de la surface, 10 à 30, 30% et plus. Et bien sûr, comme vous avez répondu dans la question initiale, donc, les stéroïdes topiques constituent quand même la base du traitement plutôt que les stéroïdes systémiques. Donc, c'est important de collaborer avec nos oncologues, car eux, rapidement, vont traiter avec les stéroïdes systémiques, un peu dans le réflexe qu'ils ont pour leur hépatite et leur colite. Pardon. On voit dans les grades plus sévères, ben, même si on a eu un mélanome, ce n'est pas contre-indiqué à 100% de faire de la photothérapie, surtout narrowband, méthotrexate, acitrétine, apremilase, et de plus en plus maintenant dans les cas très sévères qui ne répondent pas bien au méthotrexate, on voit l'utilisation des anti-TNF qui est utilisant en fait dans les colites réfractaires à la prénisone et probablement dans le futur aller plus avec des agents plus spécifiques, soit les IL-23, anti-IL-23. Donc, en résumé, dans l'approche thérapeutique des psoriasis déclenchées par l'immunothérapie, qui sont de plus en plus fréquentes et que vous allez voir, donc pour les atteintes modérées, favoriser des traitements plus standards de type méthotrexate, acitrétinoïne, apremilase. Donc, le patient que je vous ai présenté il y a 4 ou 5 ans, je l'avais traité en collaboration avec Dr Poulain. On avait eu un très bon succès avec méthotrexate, 15 mg par semaine, et il n'y avait pas de contre-indication oncologique à donner du méthotrexate. Pour ce qui est des patients avec des atteintes plus sévères, réfractaires aux stéroïdes topiques et aux traitements préalables, ben, considérez les anti-TNF et anti-IL-23, mais pour l'instant, les anti-IL-17 ne sont pas recommandés, possiblement par leur risque
mal étudié pour la cancérologie. Le point positif à retenir, c'est lorsque nos patients développent un effet secondaire de cutané, secondaire à leur traitement anti-PD1 ou anti-PD-L1, ben, c'est un bon pronostic. Donc, on peut dire aux patients, même si un patient de mélanome qui développe un vitiligo, on leur dit c'est une bonne nouvelle que tu décolores. Pour eux, pas toujours, mais au moins au point de vue de la réponse clinique, ben, on a plusieurs évidences que les traitements, que les patients qui développent les effets secondaires cutanés, même aussi les effets secondaires de type colite, même à la limite l'arthrite, ben, ont un meilleur pronostic au point de vue oncologique de leur cancer. Donc, en résumé, pour notre présentation, le psoriasis a un impact profond et multifacétaire qui demeure sous-traité. Plus de 30 à 40 le mentionnaient au congrès JDP, comment plusieurs patients sont déçus de leur traitement et ils vont vers d'autres alternatives, des produits naturels, des médecines alternatives, naturopathie, parce qu'ils ont perdu confiance en nos traitements. Donc, c'est important de leur faire valoir toute la gamme des nouveaux produits que nous avons. La progression vers l'arthrite psoriasique est fréquente. 30 des patients avec psoriasis auront à un certain moment donné dans leur maladie une atteinte arthritique. La présence de comorbidité peut nous influencer dans notre choix. On a vu certains biologiques qui sont contre-indiqués dans la maladie inflammatoire de l'intestin et d'autres, par exemple, qui fonctionnent mieux dans l'arthrite périphérique que l'arthrite axiale. Les nouvelles options, autant topiques que systémiques, nous permettent vraiment de optimiser le traitement. Et bien sûr, en immunothérapie anticancéreuse, les effets secondaires sont fréquents, 40 des patients, et nécessitent d'être traités en collaboration avec les oncologues. D'abord, pour leur éviter de cesser leur traitement, leur éviter de donner de la prénisone. On sait qu'en oncologie, lorsqu'on donne 10 mg par jour de prénisone et plus, on contrecarre l'effet de notre immunothérapie anticancéreuse. Et bien sûr, pour augmenter la qualité de vie et l'observance des patients. Donc, nous sommes disponibles pour les 10 dernières minutes pour les questions. Et si vous voulez bien soumettre vos questions en utilisant le panneau de questions à la droite de votre écran. Si jamais vous avez des questions suivant le webinaire, vous pouvez toujours l'envoyer à info@idefeducationalseries.com. Et bien sûr, nous aimerions remercier encore le support de Bristol Myers Squibb. Alors, nous allons passer à quelques questions. Est-ce que les comorbidités du psoriasis devraient être dépistées à toutes les visites? Et si oui, existe-t-il des outils de dépistage systématiques? Je répondrai en premier. Julien, tu peux commenter par la suite. L'arthrite psoriasique est la plus fréquente, je l'ai mentionné. Donc, de façon simple, dans plusieurs séances, dans tous les congrès auxquels nous assistons, mais sûrement lors de l'arthrite psoriasique, il y avait même des conférences conjointes avec des dermatologues et des rhumatologues qui nous expliquaient qu'en fait, un dépistage, c'est pas compliqué. Questionner les patients sur la raideur matinale, est-ce qu'ils présentent des problèmes articulaires, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de tendinite, etc., des raideurs lombaires, comment ça va dans leur activité physique, etc. Examiner brièvement les mains et ne pas hésiter à demander des radiographies simples des mains, des pieds et peut-être sacro-iliaque. Je pense que c'est peut-être mieux de commencer avec des choses simples plutôt que des scans. Julien, j'aimerais voir si tu peux commenter pour ce qui est des maladies métaboliques, peut-être dans notre bilan sanguin, mais je te laisse commenter, Julien. Merci, Joël. En fait, pour ajouter à ça, oui, c'est définitivement important de rester à l'écoute de ces comorbidités. Par rapport à l'arthrite psoriasique, plusieurs dermatologues ont leur propre liste de questions. Il existe en effet des outils validés. Il y en a environ une quinzaine dans la littérature. Parmi les plus utilisés, il y a le questionnaire PEST, P-E-S-T, sinon le CPAT ou le PUR4. Mais il y en a plusieurs autres. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y en a aucun de parfait.
Les 2 points les moins fréquemment questionnés dans ces questionnaires de dépistage sont notamment l'aspect de raideur matinale et aussi l'atteinte axiale. Donc, je vous invite à aller voir ces questionnaires, d'évaluer un petit peu si cela concorde avec les questions que vous utilisez en clinique. Puis c'est facilement, on peut facilement les implanter dans notre pratique, que ce soit via nous-mêmes, quoique c'est un petit peu demandant en termes de temps, ça prend quelques secondes ou quelques minutes, ou via nos infirmières, ou via notre personnel à l'accueil au niveau de la clinique lorsque ce patient est déjà identifié comme un patient psoriasique, ou même avant les visites via certains systèmes de visite électronique. Donc, toutes les possibilités y sont, puis de garder en tête les autres comorbidités et du moins d'être à l'affût des symptômes évocateurs, que ce soit la candidose, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires de l'intestin, pour pouvoir les adresser aux bonnes personnes en temps opportun. Une autre question, n'est-il pas contradictoire? Oh, excusez. Roxane, pardon, oui. J'aimerais revenir aussi sur l'aspect psychologique. C'est vraiment ça aussi sous-diagnostiqué. Les patients sont gênés de nous en parler. Aussi, les lésions génitales du psoriasis, les patients, on leur donne des stéroïdes très puissants. Puis souvent, c'est un classique et on doit le répéter, qu'ils vont utiliser ces stéroïdes-là aux organes génitaux, ce qui ne sont peut-être pas les traitements les plus appropriés. Donc, pas hésiter à discuter de ce côté-là. On sait qu'il y a un fort taux d'alcoolisme. On l'a vu, on l'a mentionné tout à l'heure, dépression. Donc, on voit plusieurs patients depuis des années, mais c'est un point que parfois on oublie peut-être de questionner. Donc, même chose. Sans que ça prenne trop de temps, ben, comment ça vous affecte dans votre vie, etc. Parce que souvent, quelques plaques de psoriasis minimes peuvent avoir un effet majeur au point de vue psychologique. Ce n'est pas nécessairement proportionnel au body surface area. Donc, les gens ont des gros psoriasis, on dit ça te dérange-tu, veux-tu un traitement? Pas du tout. Puis des fois, c'est l'inverse, quelques plaques, puis ils veulent être blanchis complètement. Je m'excuse, Roxane, mais je voulais insister là-dessus. Absolument. Une autre question, n'est-il pas contradictoire d'utiliser un anti-TNF pour un psoriasis induit chez un patient combat un cancer, facteur de nécrose tumorale? 100% d'accord. C'est pas, disons, naturel de penser comme premier traitement. C'est pourquoi qu'actuellement, il y a différents groupes qui ont des études en cours avec les nouvelles thérapies, anti-L23 principalement, mais en oncologie, dans le traitement de la colite réfractaire, l'infliximab est le traitement de choix et a été utilisé avec beaucoup de succès. Donc, un peu dans le suivi de ça, au début, les grands psoriasis, ça a été une option qui a été considérée, mais pour ma part, j'ai peut-être une préférence de commencer avec des traitements de guillemets plus soft, soit l'apremilast, photothérapie ou méthotrexate. Julien, peut-être j'aimerais voir si tu peux commenter, mais j'étais avec Dr. Sauder en fin de semaine, puis on a parlé de ça, puis Max Sauder, que vous connaissez, qui a une expertise dans le domaine, puis il disait qu'effectivement, il y a des études en cours que lui-même, auxquelles il participe sur l'utilisation des nouvelles molécules en psoriasis secondaire aux immunothérapies. Tous des très bons points. Je pense qu'il y a plusieurs, comme tu l'as mentionné, sociétés savantes qui ont voulu se prononcer sur des guides de pratique. Les thérapies usuelles, la citrétine, au final, et la photothérapie, on sait qu'il n'y aura pas d'interaction particulière au niveau de la réponse immunitaire induite par l'immunothérapie. Donc, c'est de façon usuelle les premiers à être suggérés. Le méthotrexate, c'est encore controversé, notamment avec les guides de pratique canadiens. Le méthotrexate, c'est le seul traitement qui a eu une étude qui a démontré que lorsque les patients avaient déjà eu un cancer cutané de type non-mélanome, avait une augmentation de chance par rapport aux anti-TNF de refaire un deuxième type de cancer non-mélanome. Donc, peut-être de discuter de ce faible risque-là, mais oui, il y a encore des bonnes données avec le méthotrexate. Une contre-indication à la cyclosporine. Par la suite, il y a une bonne innocuité de l'apremilast, mais n'empêche, ça reste un traitement qui, au final, va jouer un petit peu sur l'activité des lymphocytes T. Donc, de nos grandes études faites avec l'apremilast ou son nom commercial, le Otezla,
On n'a pas eu de signal particulier, mais la logique sur le mécanisme d'action nous laisse quand même suggérer qu'il y a une petite activité. Ce qui semble pas être le cas avec nos biothérapies plus avancées, les anti-interleukines 23. Je suis d'accord avec le point sur l'anti-TNF que le terme Tumor Necrosis Factor, puis le fait de bloquer ça pourrait induire une augmentation des cancers, mais dans les données que l'on a, notamment Joël l'a bien mentionné, les patients qui ont été étudiés avec de l'immunothérapie et des psoriasis induits ou des arthrites induites ou des colites induites qui ont été traités avec des anti-TNF n'avaient pas une augmentation de façon statistiquement significative des récidives ou de la progression versus les autres thérapies. Donc, la logique veut qu'on ait une petite gêne, mais il n'y a pas beaucoup de données pour sous-tendre tout cela. Donc, de mon côté à moi, j'ai un petit penchant sur la strétine puis les anti-interleukines 23. C'est encore un sujet débattu. Pour continuer dans le sujet, je pense que tous ces patients-là, ça démontre l'importance de la collaboration multidisciplinaire. Et lorsque ces patients-là, la situation survient, bien, pas hésiter à parler avec l'oncologue puis voir un peu eux de leur côté. C'est sûr, comme tu l'as bien dit, on n'a peut-être pas assez dit au début de la présentation, c'est que la cyclosporine, bien sûr, est contre-indiquée. Ça, c'est sûr que c'est bien démontré, c'est un effet immunosuppresseur beaucoup plus puissant. Mais pour ce qui est des autres traitements, mais Julien a bien résumé. Peut-être un dernier petit point là-dessus, Joël. Tu l'as bien mentionné sur l'utilisation chez ces patients-là des anti-interleukines 17. Pour l'aspect oncologique, il y a peu ou pas de données. Là, c'est encore très préliminaire ou contradictoire, mais je pense que la gêne des prescripteurs dans les guides de pratique vient surtout de la non-couverture de l'aspect anti-inflammatoire au niveau du tube digestif et du risque de colite associé aux immunothérapies. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de protection associée aux anti-interleukines 17 de cette zone-là et le risque non négligeable de la colite peut expliquer une des raisons pour lesquelles leur utilisation n'est pas priorisée. Oui, parce que les patients qui sont sous anti-IL-17, pour lesquels les rhumatologues ou les gastroentérologues nous contactent, disons, qui ont un mélanome, on ne leur recommande pas de cesser habituellement. Donc, les signaux, il n'y a pas de signal d'augmentation de risque de mélanome avec ces traitements-là. Au même titre que les anti-TNF, d'ailleurs. Tu l'as bien mentionné, les anti-TNF, c'est plus les carcinomes, mais non pas le mélanome. Une autre question, en psoriasis pustuleux, y a-t-il un traitement de comparaison dans les études avec le psétolimab? Oui, ben en effet, le spézolimab, on le connaît un petit peu moins, donc avec le temps, la prononciation est plus facile, mais on va devoir être de plus en plus familier avec cette classe de traitement-là, que ce soit dans les poussées aiguës de psoriasis pustuleux généralisée comme son indication le permet actuellement, ou dans d'autres, parce que les indications vont fort probablement s'élargir. En termes de traitement de comparaison, il n'y a aucun traitement autorisé à proprement dit par les instances américaines ou européennes pour le traitement des poussées de psoriasis pustuleux. Il y a eu beaucoup de rapports de cas et de séries de cas dans la littérature de l'utilisation de la strétine, du méthotrexate ou de la cyclosporine avec des résultats partagés, disons. Il y a aussi l'utilisation de toutes les biothérapies ou presque, que ce soit anti-TNF, dose 23 ou 23 ou 17 qui ont été décrits, encore une fois avec des efficacités relatives et une vitesse d'action qui sont souvent sous-optimales. Donc, au final, il n'y a pas de traitement de comparaison dans les études à proprement dit, vu que c'est traité sous placebo. Mais ces patients-là qui étaient traités sous placebo, qui avaient encore une maladie active, avaient l'opportunité tout de même de recevoir une dose de sauvetage au jour 8. Donc, on verra avec le temps et l'élargissement de nos options thérapeutiques si ce traitement-là deviendra notre gold standard ou étalon d'or, dans l'avenir. Et est-ce que le psétolimab est disponible au Canada en ce moment? Donc, Joël, je vais prendre celle-là aussi. En fait, il est disponible aux États-Unis.
très bientôt au Canada. C'est une question de quelques semaines. Bien évidemment, le défi de l'accès à ce traitement-là vont être son coût et aussi le fait de la nécessité d'avoir un traitement rapide. Donc, l'accès des centres hospitaliers au traitement va être très important ou au-delà de l'accès des centres hospitaliers, il va falloir qu'il y ait une livraison rapide, donc un accès des gens qui gèrent de façon plus fréquente ces poussées. Seulement pour un petit aparté, exactement hier, lors d'une séance à l'American Academy, c'est exactement ce qui a été mentionné, que ces traitements-là devront être disponibles rapidement à l'hôpital ou dans des centres de perfusion, puis dans un délai rapide. Donc, c'est un défi parce qu'on sait que le psoriasis pustuleux généralisé, c'est une urgence dermatologique et on doit agir rapidement. Alors, c'est tout le temps qu'on a pour passer ensemble. Nous voudrions remercier le Dr Claveau et le Dr Ringuet pour une excellente présentation, un bon survol sur les traitements sur le psoriasis à la Journée dermatologique de Paris. Et nous voudrions bien vous remercier tous pour vous être rejoindre à nous ce soir. Bonne soirée, au revoir. Merci de votre participation. Merci à tout le monde.